Merci de cette présentation. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par remercier le comité d'organisation. Dans les quelques minutes qui suivent, je vais vous donner un tableau de l'information que j'ai à ma disposition sur l'ISN et comment cette ressource est utilisée. Avant de commencer, je voudrais mettre en exergue ces deux éléments importants. Donc, c'est une étude que j'ai faite avec le concours des deux collègues que vous voyez là, Rodrigo Sarra et Marcel Jaspars. Et puis, nous avons fait une étude en milieu marin en utilisant un bateau. Et donc, ces liens-là représentent le fruit de ces deux études. Mais avant de passer au sujet à proprement parler, nous avons d'abord ce dogme central de la biologie moléculaire. Comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est un ensemble d'informations génétiques qui est donc emmagasiné. Alors, vous avez le processus de transcription. Et ceci nous donne des codes qui nous permettent à ce moment-là de mieux comprendre ces protéines ou ces enzymes qui sont catalysées la plupart de la production d'enzymes dans le corps humain. C'est les nutriments qui permettent donc à ce qu'on puisse utiliser les lipides et construire ainsi les éléments qui sont la base des protéines que nous avons dans les corps. Et si nous pensons à ce qui est produit par une plante, par exemple, ou bien si c'est par exemple un produit antibiotique qui est produit. Alors, ce que nous faisons, c'est d'étudier d'abord le métabolisme de ces plantes et des bactéries pour que nous puissions savoir quels sont les nutriments qui sont partagés. Si nous étudions cet aspect, vous voyez comment l'ADN est construit. Vous avez l'hélice et puis vous avez par la suite le sucre et ça contient également des bases alimentaires telles que la guanine. Si c'est par exemple une seule tronche, ça veut dire que nous pouvons ainsi faire la distinction entre ce qui se passe dans le corps humain ou bien si c'est une activité qui se fait dans une plante. Donc, ça nous permet d'avoir l'information génétique nécessaire par rapport à un organisme précis. Alors, là, vous avez comment nous allons transcrire l'ARN, c'est-à-dire c'est à base d'abord de sucre que nous trouvons dans l'ADN, et à l'exception de l'hyamine qui est donc convertie en glucides. Ce code va être transformé si ceci donne suite à cet amino-acide apparaîtra dans cette vitamine et l'IEG comprend l'hyacine. Ça veut dire que si nous examinons ces quatre bases et si par exemple nous avons trois combinaisons, toutes les altérations que nous pouvons faire représenteront 64 condons codés de la façon suivante avec à la suite les aminoacides qui sont ici produits naturellement. Donc dans le cercle, sur la périphérie de ce cercle, vous avez A, U, A, vous parvenez à cette molécule tyrosine. Vous avez remarqué que nous avons le AUG qui encode l'aminoacide, mais ceci représente également le départ d'un processus.
nous avons également des codons, c'est-à-dire c'est une terminologie qui nous permet de comprendre comment la transition se fait chez ces protéines. C'est important de comprendre le code génétique parce que beaucoup d'aminoacides peuvent être intégrés dans ces codons différents. Vous avez les C, U et SA qui sont inclus. Ça veut dire que c'est des séquençages d'ADN qui sont différents, mais qui sont reliés aux mêmes protéines. Et chaque organisme a une préférence de l'usage d'un code précis pour les aminoacides. Et de là, on se pose la question de savoir comment le séquençage de cette information est utilisé. Et comme nous avons dit, donc nous avons d'abord l'ADN et l'origine, c'est la ressource génétique, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans cet acide nucléique. Et vous pouvez extraire l'ADN, vous pouvez également extraire l'ANR et vous aboutissez à ce protéine. Donc, vous faites d'abord un échantillon physique qui vous permet alors de suivre le cheminement. Et pour cette matière génétique, pour cette ressource génétique, vous pouvez faire une métadata pour identifier les organismes si, par exemple, il y a des contaminants. Ça vous donnera beaucoup de données. Pour l'ADN, vous pouvez faire le séquençage de l'ADN, mais ce séquençage ne vous dit pas beaucoup parce que c'est des études qui sont faites de façon subséquente. Donc, il faut comprendre d'abord le comportement de chacun de ces gènes. Requires a lot of studies. Similarly, for the RNA, we have lots of techniques that is. Et nous avons plusieurs autres techniques que nous utilisons là pour savoir quel organisme produit. Il vous reste 4 minutes. Alors, ça nous permet de savoir combien de protéines sont produites. Et puis, par la suite, les protéines suivent également un séquençage qui souligne le fonctionnement de ce genre de protéines. C'est-à-dire, vous avez besoin de la structure pour faire la métabolisation nécessaire. Et nous avons plusieurs échantillons. Nous avons des techniques qui sont utilisées à cette fin pour rassembler cette information, pour ensuite faire la publication nécessaire. Donc, c'est ça la différence entre le séquençage lui-même et l'information que ceci vous donne. Ça ne vous dit pas quelle est la fonction de chaque gène, ça ne vous dit pas non plus le niveau d'expression de chaque gène et ne vous dit pas non plus comment est-ce que le séquençage de ces protéines a été codifié. Et parce que telle protéine peut donner suite à une maladie X, ou bien ça ne vous dit pas les modifications de ces protéines et la glycosylation. C'est-à-dire toutes ces codifications se font de cette façon-là. Alors là, vous avez un tableau des techniques qui sont utilisées pour le séquençage de l'ADN. Donc, vous avez donc différents types de résultats et ceci vous donne également une idée du niveau de fiabilité. Donc, ce séquençage devient beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que vous pouvez générer beaucoup de données. Alors, qu'est-ce qui est séquencé alors? C'est le génome dans son entièreté ou c'est le métagénome
Also, some of specific genes that can be amplified in order to give an idea about the Peut identity. être ainsi identifié à partir de ces organismes. Et vous avez le séquençage de tous ces éléments et ça vous permet de faire le lien avec les autres organismes qui se trouvent dans la base de données. DNA, the organism is not there. There is no living organism. Mais It is parfois, vous avez l'ADN, mais l'organisme n'est pas là. C'est l'ADN que vous séquencez. Alors, quelle est l'identification taxonomique de ces organismes? Donc, vous utilisez tous ces éléments comme any goods. Badcore qui vous permet de savoir quelle est l'identité de cet organisme. Après cette observation, vous pourrez savoir quel est le niveau de biodiversité à conserver et ainsi proposer des mesures de conservation nécessaires. Food security, for example, we can use genetic Mais markers. vous pouvez également utiliser des marqueurs génétiques pour vous aider à faire la sélection et ainsi aboutir à des organismes génétiquement modifiés. Alors, vous pouvez également avoir la possibilité de découvrir des nouveaux médicaments. Vous pouvez identifier des nouveaux médicaments grâce à ce ciblage et puis la détection des pathogènes infectieux. Et avec cette biotechnologie, vous pouvez faire la production de l'insuline ou des enzymes pour le nettoyage. This is what we use Donc, for j'arrive à la fin de mon propos et merci de votre attention. Voilà le séquençage de l'ADN. Lorsque vous faites ce séquençage-là, généralement, quand vous voyez ça comme ça ne vous dit pas beaucoup de choses. Mais même là, ça sera très difficile de comprendre. Mais ce n'est que lorsque vous comparez et vous faites un travail où vous faites une comparaison avec ce qui existe déjà. Donc, il faut d'abord disposer du séquençage antécédent pour que ceci serve de toile de fond, que ça vous aide alors à faire les comparaisons nécessaires. Même lorsque vous l'avez fait, vous pouvez faire un travail où vous contrastez ce séquençage. Ça sera peut-être difficile de dire que vous allez aboutir à une découverte scientifique importante. Ça ne pourra pas provenir, en tout cas, de ce séquençage unique. Ça va contribuer quelque chose, c'est-à-dire ça va vous donner un peu d'informations qui pourraient contribuer aux milliers d'autres séquençages que vous aurez effectués pour que vous puissiez vous faire une idée scientifique. Petit à petit, la science émergera. Et c'est lorsque vous allez essayer donc de rassembler tous ces séquençages pour en faire un tout. C'est comme ça que vous pourrez dire peut-être que ça a donné suite à tel ou tel progrès. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et l'interprétation ne sera pas facile non plus. Et c'est pour cette raison que les scientifiques, dès le départ de ce séquençage dans les années 70 et 80, ils ont commencé à faire d'abord un travail de compilation pour regrouper tous ces séquençages dans un tout et pour y intégrer des nouvelles données pour que vous puissiez étudier les données scientifiques nécessaires. Par conséquent, je vais vous parler. Je sais que l'on a utilisé à travers le monde pour faire le séquençage nécessaire et pour faire le travail de reconstruction lorsque la recherche est terminée. Donc, c'est un processus. C'est un processus qui vous permet d'avoir ces données brutes et de tirer de ces informations, les placer dans un contexte pour que vous puissiez en faire un usage utile le moment venu. J'ai beaucoup de choses sur ces transparents, mais malheureusement pas beaucoup de temps pour les parcourir en détail. Bref, tout ceci est basé d'abord sur un travail de collaboration, comme vous le voyez par le canal de cette institution, INSDC, où nous faisons le séquençage de données. Nous en avons un en Europe, un aux États-Unis.
Et ça nous permet de mettre les données à la disposition de tout le monde, parce que ça couvre tous les domaines des connaissances scientifiques, c'est-à-dire à partir des êtres humains, des insectes et de tout ce qui est vivant. Et ça devient donc le forum par lequel les scientifiques peuvent alors se consulter, discuter de tous ces éléments et en faire un usage utile. Alors, c'est un travail qui est basé sur les échanges et qui nous permet d'avoir ce système que nous allons utiliser. Et ça fait donc ce processus. There are sequences that are connected to the literature where the production Il and faut the use. veiller à ce qu'il y ait des séquences qui soient liées aux ouvrages. Alors, tout se fait à une très grande échelle. Ici, ce que nous pouvons ajouter, c'est qu'on mesure les séquences en millions. On a des ensembles de données brutes et il y a de nouveaux jeux de données qui sont saisis chaque 6 minutes. Alors, vous avez des centaines de pétaoctets d'informations. Et il faut environ 50 millions de dollars des États-Unis investis pour stocker toutes ces informations. Alors, vous avez les données de la biodiversité à droite. Vous voyez les données qui sont géolocalisées au fil des décennies. Alors, on peut passer aux nouvelles bases de données pour les scientifiques, les laboratoires, les institutions scientifiques et différents individus qui sont impliqués dans ce séquençage. Ils saisissent ces informations dans le système. Alors, c'est bien plus qu'une saisie de données ou de dossiers. Il s'agit d'un processus qui prévoit la validation, l'organisation du contenu des données, leur mise en forme, et il faut que ces séquences de données soient intégrées. C'est un processus qui permet à celui qui soumet les données d'adhérer à des normes de la communauté qui prévoit des exigences de saisie de données de séquençage. Cette conformité permet au bout du compte l'intégration de toutes ces informations. Et il y a aussi la déclaration, les données qui sont collectées, les lieux et d'autres les ouvrages y afférents. Alors, une fois que la soumission de données est terminée, c'est saisi dans la base de données. Il y a d'autres processus d'organisation de ces données et on commence l'intégration. Ensuite, on fait une indexation pour que tout puisse être cherchable, réutilisable et qu'il y ait un interfonctionnement pour qu'on puisse travailler avec différents jeux de données, bien qu'ils soient issus de différents lieux. Alors, il s'agit de services ouverts, gratuits. Les accès sont disponibles. Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer. Vous pouvez aller sur le site web et prendre ces données. Alors, nous avons ces services ouverts. Beaucoup de personnes utilisent ces données directement. Un moyen de le mesurer est de voir combien d'ouvrages citent ces séquences de données. C'est un des moyens, un des outils de mesure. Il y a 600 publications qui paraissent chaque mois où on utilise ces séquences et ils rajoutent aussi leurs propres séquences. Alors ici, vous avez par exemple la biologie évolutionnaire des épicéas de Norvège, vous avez, c'est relié à la pollution de l'environnement, vous avez aussi d'autres séquences se rapportant aux maladies animales. Alors, les personnes qui mènent à bien ces données se sont rendues dans la base de données, ils ont trouvé que les informations étaient pertinentes et ils ont intégré ça dans leur analyse. Alors, c'est l'utilisation directe. Mais que fait-on quand les données sont publiques dans le système? On utilise différents systèmes de diffusion pour que ces informations coulent et alimentent une myriade d'autres bases de données. Alors, vous avez ici l'INSDC qui montre les liens d'autres bases de données. Et toutes ces bases de données se spécialisent dans des domaines. Elles prévoient des processus d'organisation, de contrôle de la qualité. Et ce que l'on fait, c'est diffuser de la donnée et permettre l'enrichissement de ces données pour des applications précises.
Alors, vous avez les bases de données qui resources. appartiennent à la ressource Elixir. Il s'agit d'une ressource européenne de données, un des plus grands acteurs en matière de données. Mais on peut approfondir cet examen. On sait qu'il y a presque 2000 bases de données qui traitent de biologie And moléculaire et 800 des informations y afférentes. 800 mettent l'accent sur des données séquencées. La plupart ne traitent pas de gènes non humains, 743, donc c'est pertinent pour la biodiversité. Et il y a seulement of those allow 38, donc moins de 2,4%, qui permettent le téléchargement à l'extérieur du système, mais ils demeurent connectés. Et moins de 0,4% ne sont pas connectés à l'INSDC. Et donc 800 bases de données and immediately s'articulent autour des bases de données de l'INSDC et travaillent sur les séquences, les rendent plus utilisables, exploitables, et c'est ce qui tire les applications de ces données. Alors tout est ouvert, et c'est ce caractère ouvert des données qui permet et facilite la communication. C'est ainsi qu'il y a de la valeur. Alors les règles, les conditions d'emploi sont très claires, très simples. Alors peut-être qu'il y a des droits associés avec l'emploi de ces données. Alors ça peut être lié à l'APA ou à titre d'autres motifs, mais ces données sont this is disponibles à tous ceux qui les sollicitent et qui acceptent ces conditions. Alors, je vais traiter quelque chose qui n'est peut-être pas lié à la biodiversité, mais évidemment, la COVID-19 est quelque chose de très frais, qui est au premier plan de nos esprits. Alors, vous avez how open les informations d'un institut européen, une base de données. Alors, ces données ont permis de mieux entendre, de mieux comprendre sur le plan scientifique la COVID-19. Alors, vous avez euh, euh, uh, les structures de protéines, les composés biochimiques. Alors, vous avez des données qui sont liées à la COVID-19 et qui ont été produites dans le sillage de la pandémie. Et cela intègre aussi des informations d'autres coronavirus we could put this together et qui sont liées à la réaction humaine. Et on a pu réunir ça très rapidement. Tous ces dossiers biomoléculaires montrent que les données ouvertes sont tout à fait essentielles. Si ce n'avait pas été ouvert, il n'aurait pas été possible de produire tout cela. the first one to be Alors, le announced. vaccin de Pfizer, qui semble avoir des résultats probants, si vous prenez les rapports dès l'amorce, tout se fonde sur le MN 908 947.3. Et donc, ce sont les trois premiers vaccins qui utilisent ces informations-là. En guise de conclusion, je tiens à ajouter quelque chose d'assez inopiné. La collecte des données de par le monde se fait partout. Cette production de données se fait partout. Mais le flux des avantages It's n'est pas toujours le même partout. Et cela ne va pas des pays qui ont une riche biodiversité vers les autres. Et d'ailleurs, c'est plutôt le contraire. Alors, vous avez ici la production de séquences. Alors, plus c'est foncé, plus il y a des séquençages qui sont produits d'organismes dans un pays en particulier. Alors, vous avez là où les organismes étaient. Et on voit qu'il y a une grande production dans les pays développés ou des pays à revenus élevés. Alors, si on prend la consommation, puisque les chiffres sont avancés, l'image est beaucoup plus some dropouts. égale. Et on voit qu'il y a des pays qui chutent, et qui produisent, mais ne consomment pas tant que ça. Et il y a des pays qui produisent peu et consomment beaucoup. Alors, il y a une grande variété. C'est beaucoup plus équilibré avec cette mesure. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Olivier. J'espère que vous pouvez tous voir la diapo à l'écran.
Alors, je vais poursuivre dans la lancée de Guy et vous expliquer quelles sont les utilisations en aval. Les informations émanant des bases de données évoquées par Guy. DSI Alors, en does premier lieu, comme ça a été souligné, l'ISN habilite et crée beaucoup de biens publics. Alors, vous avez eu beaucoup d'exemples ici, mais on ne peut pas les passer en revue de manière exhaustive. Alors, je vais vous donner 3 exemples qui sont liés aux 3 objectifs de la CBD, tell you what the puisque DSI c'est sous l'égide de la CBD que se tient ce débat. Alors, je vous expliquerai comment utiliser l'ISN, quelles sont les questions scientifiques auxquelles on répond avec ces informations, et j'aimerais vous parler aussi de comment on répond à ces questions. Alors, premier objectif de la Convention sur la diversité biologique, la sub-examples. conservation de la biodiversité. Alors, j'ai 2 sous-exemples à vous donner. Tout d'abord, identifier de nouvelles espèces, on fait ça avec les codes barres, et ensuite les séquences inconnues. Alors, ça vient d'une espèce, mais on a très peu d'informations dessus. Si vous voulez conserver la biodiversité, il est tout à fait normal qu'on peut que How? protéger et conserver ce que l'on connaît. Comment le faire? Avec les codes barres. Alors, si vous voyez les différents lieux sur cette carte, vous voyez les lieux où il y a très peu d'informations sur la diversité de la faune dans ces pays. Et donc, pour les scientifiques, les biologistes qui essaient de conserver la diversité biologique, ils sont obligés de le faire dans les pays, leur capacité à le faire dans les pays en beige est très limitée, puisque les inventaires d'espèces sont très limités. Alors, comment est-ce que l'on peut faire un code barre ADN? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, on commence avec un organisme que l'on ne peut pas identifier, Up qu'on n'a maybe jamais vu auparavant. Alors, il faut peut-être prendre une partie ou un échantillon, si c'est une plante, on extrait son ADN de manière physique ou chimique et on amplifie une partie du génome et c'est ça le code barre. On procède au séquençage en utilisant la méthode expliquée par Wael et ensuite on saisit ça dans une grande base de données et on essaye de voir s'il y a une correspondance, peut-être une correspondance à 100%, ce qui nous indique que cette espèce est la même que l'autre. Pour des organismes différents, il y a différents gènes name of this. que l'on utilise pour essayer de déterminer quel est le nom de cet organisme. Alors la carte que je vous ai montrée un peu plus tôt traite des animaux et c'est là on utilise le CO1. Ensuite, on peut utiliser le groupe Rubisco, ITS, on peut utiliser 16S ou le 18S. Alors, il n'est pas nécessaire de se souvenir de tout cela, mais on a beaucoup d'astuces pour différents types d'organismes et déterminer quel est votre nom. Et il est très important que nous nous intéressons pas aux fonctions de ces gènes, mais nous utilisons ces codes barres Amber. pour avoir une étiquette, un nom. Alors, je m'appelle Amber, vous vous appelez Bob ou Sally. Alors, cela ne nous dit rien de la personne, mais on sait comment vous appelez et c'est déjà quelque chose parce qu'ensuite, on peut savoir de quelle espèce il s'agit dans un pays ou un environnement. Ces codes barres These are peuvent être produits seulement dans des très grandes bases de données. Comme l'a dit Guy, c'est intégré dans cette infrastructure de base. Alors, vous avez les exemples pour les animaux avec le nombre d'utilisateurs, 22 000 utilisateurs de 200 nations, 7 millions de codes barres the other et cool qui thing. répertorie un peu plus d'un demi-million d'espèces répertoriées. En plus d'identifier de nouvelles espèces, on peut faire d'autres choses intéressantes. Par exemple, savoir quelles sont les espèces qui envahissent, quels sont les ravageurs, les pathogènes, ou et cerner les contaminants dans l'eau. Et par exemple, voici du choléra, et c'est pour ça que vous tombez malade. Une autre utilisation intéressante est quand on trouve une nouvelle espèce ou une nouvelle bactérie. Très souvent, on ne sait pas ce que peut faire cet organisme. Et quand on va au-delà du code barre et qu'on prend le génome dans son ensemble, comme l'a dit Guy Nothing. au début de son intervention, ces lettres à elles seules ne veulent rien dire. Mais plus on connaît l'espèce, plus on peut comprendre ce que le reste du génome peut faire, ce qu'est habilité à faire l'organisme. Alors, en ordonnée, vous avez les inconnus, la proportion des inconnus.
Alors, ça veut rien dire du charabia. Mais si il y a des génomes connexes dans la base de données, et on va comprendre peut-être à 4, un quart de ce génome-là. Mais si les inconnues sont très importantes, heu, de 3 à 4, ça veut dire qu'il n'y a pas, d'espèces apparentées. Et donc, voilà pourquoi nous avons besoin d'une base de données, centralisée pour mieux comprendre la biodiversité. Deuxième objectif, utilisation pérenne de la diversité biologique. Et nous comparons le séquençage de l'ISN pour réduire la pollution. Et j'ai, extrait, une présentation de Marcus Wise. Alors, notre objectif est d'améliorer la qualité de l'eau et de voir, une diminution de la pollution de phosphore. Alors, la cause de ce lac pollué est peut-être un animal non ruminant qui, quand il évacue des excréments, va, va évacuer 100% du phosphore organique, puisqu'il n'a pas de capacité d'assimiler cela. Et donc, c'est ainsi que cela se retrouve dans le lac. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur ce problème. Alors, il y avait des aliments qui possédaient de la phytase pour que le phosphate qui sortait dans les excréments se voit réduit. Mais ce qu'a dit GSM, c'est qu'on avait ce problème euh, parce que les agriculteurs leur donnent ces petites pastilles. Mais quand on met la phytase dans, et que ça sort en pastille, alors on n'a pas un grand impact sur le phosphate. Donc, il faut qu'il y ait une meilleure thermostabilité. Alors, comment ont-ils pu faire ça? Ils ont utilisé différentes séquences, ils ont parcouru toute la base de données pour des phytases, ils ont passé en revue 153 phytases. Alors peut-être que c'est le total des phytases qui y étaient disponibles et ils ont mis au point une nouvelle phytase et c'est devenu un produit commercial. Ils ont comparé toutes les colonnes. Vous avez différents types de protéines et ils ont développé une souche de consensus pour essayer de voir quelle était la lettre la plus commune à chaque position pour fusionner toutes ces séquences et mettre au point une phytase qui était beaucoup plus thermostable, qui pourrait être donnée aux cochons. Alors j'espère que vous voyez bien avec cet exemple que le processus de recherche et développement n'est pas linéaire. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Ils ont commencé avec les sociétés qui avaient déjà ajouté de la phytase dans les aliments et qui ont pu voir que la thermostabilité s'améliorait et qu'il était très difficile de produire de la valeur. Alors, troisième objectif, je vais utiliser à nouveau la COVID-19 comme exemple. Alors, l'objectif est de réagir à la pandémie en développant un kit de diagnostic. Alors, vous avez la une de Der Spiegel au début de cette année. C'était il y a très longtemps. On dirait que c'était à une autre époque. Alors, vous avez un projet financé par l'Union européenne qui fournit une infrastructure de virus, une collection de virus qui se trouvait au bon lieu, au bon moment pour fournir des réactifs de diagnostic au monde entier suite à euh, euh, la flambée de la COVID-19. Alors, les chercheurs chinois ont pu saisir le premier génome de SARS-CoV-2 dans l'INSDC et sur ce génome du virus. Alors, qu'est-ce qu'un virus? C'est un virus, c'est deux mauvaises nouvelles qui sont enveloppées dans une protéine. Et c'est ainsi que les scientifiques peuvent synthétiser. euh, alors, d'aucuns pensent que les virus ne sont pas des organismes. Alors, ils ont pu offrir ce virus dans le catalogue. Ensuite, les chercheurs à Berlin ont identifié un gène et qui était unique et stable. Ils ont pu faire cela parce qu'un gène unique doit être comparé à tous les autres virus de la planète. On ne veut pas faire un diagnostic de coronavirus si vous avez en fait
You also espèce. have to find Nous voulons avoir un réactif pour ce pathogène. Et il faut que cela se fasse avec un large échantillon de patients, puisque le gène connaît une mutation et donc le réactif n'aura plus de sens. On a besoin d'un grand ensemble de données et des connaissances préalables ainsi qu'une bonne expérience. Premier kit de diagnostic a été expédié le 9 février par le consortium et plusieurs mois plus tard, des sociétés ont pu mettre au point des kits de test suite en adhérant à l'idée qui avait été proposée par les collègues allemands. ordered for free through the EVA catalog. Alors tout cela peut être commandé gratuitement grâce au catalogue. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter cette partie. Alors au cours des 9 derniers mois, nos collègues ont envoyé ça de par le monde gratuitement. Et une question Monetary est benefit. intéressante. Alors, s'agit-il d'un partage des avantages monétaires ou non monétaires? Tous les clients avaient une option gratuite qui leur était disponible et d'aucuns ont décliné parce qu'ils ont pensé que le kit de diagnostic pourrait être obtenu plus rapidement. Mais la plupart des pays que vous voyez, qui sont en violet ou rouge, By the EU ont Commission. reçu du matériel gratuitement financé par l'Union européenne à hauteur de plusieurs millions de dollars. 114 pays ont reçu ces kits de diagnostic jusqu'à présent du consortium. Alors, quelles sont les conséquences de ces trois exemples au titre de la CDB? Different types. Alors, comme vous savez, l'ISN est essentiel pour différents types de biens publics et pour la réalisation de trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique. La recherche actuelle sur la biodiversité est tributaire de l'ISN. Cela nous permet d'identifier des espèces et cela nous permet de connaître des biologies Commercially du matériel biologique inconnu. L'ISN peut être utilisé à des fins commerciales, mais il s'agit d'un processus compliqué, itératif et qui se fonde sur d'énormes ensembles de données. On n'utilise pas une seule séquence. 4. resources from multiple L'ISN est couramment utilisé l'ISN issu de différentes juridictions et souvent utilisé ou réuni. Alors, on prend des informations issues de différents lieux pour mettre au point de la phytase. Pour mettre au point cette phytase, il fallait try to traiter avec différentes juridictions. Et si vous voulez déterminer qui a contribué le plus, ce sera très difficile. Déterminer qui a fait la plus grande contribution, c'est presque impossible. Parce que beaucoup de séquences euh, contribuent au résultat final. Et l'arithmétique derrière serait impossible puisque cela fait intervenir des millions de séquences. Je suis arrivé à la fin, merci. Je suis très heureuse d'être des vôtres pour aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, ce qu'est l'ISN et ce qu'il n'est pas, ou plus précisément ce que l'ISN pourrait être et ne le sera pas aussi. Donc, j'espère qu'on va fournir des réponses à toutes ces questions. Alors, je voudrais commencer par vous dire que l'ISN est pertinent pour certains sujets, les autres intervenants vont aborder d'autres aspects. Je crois que la première controverse qui a été notée, c'est la question du partage des avantages découlant de l'utilisation de l'ISN pour les ressources génétiques. C'est-à-dire, on considère que l'ISN pourrait avoir un impact sur le partage des avantages parce qu'on pourrait ainsi contourner les obligations qui découlent de la diversité, des obligations prises au titre de la diversité biologique en utilisant justement l'ISN. C'est-à-dire que les séquences obtenues à travers une recherche non commerciale ne nécessiterait pas un partage des avantages. Je voudrais revenir sur la production de produits de haute valeur sans que l'on ait nécessairement accès à du matériel concret. On l'a vu par exemple au Japon et on l'a
fait pour toute une gamme de plantes. Et de la même chose, ça remonte au mois dernier, où on a eu une série de techniques qui permettent d'avoir des alternatives à des composés de très haute valeur. Et là encore, sans utiliser le matériel naturel. C'est cela qui a suscité la conversation qui s'est instaurée, notamment dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya. Donc, je vais rapidement vous dire ce qu'est l'ISN et ce que ça n'est pas aussi. Je vais revenir à février 2018, où on a demandé à un groupe de se pencher sur cette question, définir ce qu'on entend par l'ISN, définir les termes. Et on a ici identifié toute une liste de choses qui constitueraient l'ISN. Alors, il y a eu un accord qui s'est instauré et on a dit que l'ISN, l'information sur le séquençage numérique, n'était pas peut-être le meilleur terme. Et c'est pourquoi on a pris la décision 14-20 à la COP 14, où on dit vraiment, où on dit clairement que c'est peut-être pas le terme le plus approprié et qu'il fallait l'utiliser jusqu'à ce que l'on trouve un terme approprié. La décision 14-20 a créé aussi les politiques et les processus pour mieux définir ce que l'on entend par l'ISN. On a mis en chantier des études sur différents aspects de l'ISN. La première étude se porte. La première étude a été très utile parce qu'elle nous a permis de mieux gérer le flux d'informations et ce que nous pouvons tirer de ces ressources génétiques et qui comprennent, bien entendu, l'ISN. Et nous avons beaucoup dépendu du travail qui avait été fait au début. Information, subject matter that could possibly DSI, with the groups being cumulative, starting most narrowly with DNA and RNA. Et maintenant, nous avons bien entendu le séquençage de l'ADN qui nous permet de mener à bien ces études. Et ceci est basé sur le rapport qui existe avec les autres ressources et le processus biologique dont nous avons besoin. Nous avons une autre colonne avec d'autres éléments tels que les connaissances traditionnelles, et c'est ce que nous avons tiré donc de cette information. Mais l'ISN n'est pas associé à cette information. Et puis, l'ATEC nous a permis également d'identifier les termes qui peuvent être utilisés et qui n'excluent pas la possibilité de nous retrouver à nouveau avec l'ISN à la fin de l'étude. Et nous avons reconnu le fait que le développement technologique que pourrait donner suite à des changements quant à la matière qui est sous étude. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une terminologie souple qui nous permettra donc d'adapter les nouvelles technologies qui interviendront. Et c'est pour cette raison que nous avons également pensé aux avancées faites dans l'intelligence artificielle et comment les protéines nous ont permis de mieux cerner le fonctionnement de ces éléments et d'en tirer des enseignements, de produire des articles qui apporteront des avantages certains pour la société et qui nous permettront également de proposer une nouvelle terminologie le cas échéant. Alors, une question importante qui intervient, c'est de savoir si ceci fait partie de la portée de la Convention sur la biodiversité. Donc, deux approches importantes se dessinent. Tout d'abord, certains pays où l'ISN est une ressource génétique, donc est comprise dans ces définitions de ressources génétiques.
D'autres nous disent que c'est le résultat direct ou indirect de l'utilisation des ressources génétiques, c'est-à-dire de façon importante d'inclure l'ISN dans le protocole de Nagoya et les objectifs de la Convention sur la biodiversité, donc des ressources génétiques, qui veulent dire que c'est un matériel génétique qui peut être utilisé et que ceci ne fait pas nécessairement partie de cette définition de cette ressource génétique, mais pourrait néanmoins avoir un entendement beaucoup plus large pour que ceci fasse partie intégrante de la Convention sur la biodiversité et du protocole de Nagoya. Mais c'est important que l'on sache exactement par quel bout le prendre, parce que la décision 1420 nous parle des mesures à proposer en interne, et cette étude a identifié 16 pays qui participaient à ce travail d'identification de matériel génétique, y compris l'ISN. Dans certains pays, ils n'ont pas imposé donc des restrictions sur l'accès à cette ressource. Et comme je l'avais dit auparavant, les conséquences sont très importantes parce que l'ISN est une ressource génétique et par conséquent doit être assujettie à ses limites d'accès. Et nous allons en parler en plus ample détail plus tard. Et puis, le problème de l'utilisation de cette ressource génétique qui pourra transiter par des négociations bilatérales pour que l'on sache comment l'ISN sera utilisé éventuellement. Et puis, il y a des approches sur l'octroi des licences. C'est des questions, bien entendu, très controversées. Mais si cependant nous disons que l'ISN provient de l'utilisation de ces ressources génétiques, ça nous permettra d'éviter ces limites d'accès. Nous aurons besoin, bien entendu, d'autorisation, mais on pourra le faire par des nouvelles approches que nous pourrons adopter pour que nous puissions proposer des mécanismes de partage de ces ressources génétiques. Et là, je l'utilise à des fins de référence. Pourquoi est-ce que nous l'utilisons comme ressource génétique? Et il y a des restrictions quant à l'accès pour le partage de ces ressources. Et pour conclure, je crois que plusieurs possibilités s'offrent à nous, où l'ISN ou la terminologie du sujet pourra nous aider à identifier ce qui a été fait en 2020. Est important également pour la terminologie d'être aussi souple que possible pour qu'elle puisse tenir compte des avancées technologiques. Et puis, des questions supplémentaires sur la classification de l'ISN en tant que ressource génétique. Comment en faire une bonne utilisation? Et on pourrait également proposer des approches locales pour que ces questions soient résolues au niveau international. Merci de votre aimable attention.